Salut! Aujourd'hui, on va parler de comment trouver sa putain de niche qui nous casse les pieds parce que on n'arrive pas à mettre la main dessus. Et on va voir, on va parler de plein de choses qui tournent autour de ça. Donc, si vous aimez ce format-là, en dessous, il y a des petits pouces comme ça qui représentent, qui veut dire j'aime bien votre vidéo. Et puis, si vous arrivez ici pour la première fois, vous allez être très étonné du format. C'est normal, c'est fait exprès. Hop, tac, tac. Alors, la niche, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans le domaine du marketing parce que ça permet d'avoir un discours focalisé sur un seul type de personne. Souvent, lorsque les marketeurs vous disent ouais, mais il faudrait que tu travailles ta niche, il faudrait vraiment que tu sois focalisé sur ta niche et tout ça, ce qu'ils vous disent derrière, c'est adresse-toi à une population homogène qui a un problème en commun. Parce que si tu veux vendre une formation, si tu veux vendre peu importe quoi, tu vas devoir le faire sur quelque chose d'homogène. Tu ne peux pas prendre un gars qui a un problème par-ci, un gars qui a un problème par-là, une nana qui a un problème par-ça. Sinon, en fait, ça s'appelle de la prestation, ça s'appelle plus ça s'appelle plus de la formation. La formation, tu t'adresses forcément à une masse. Donc, comment arriver à ça sans avoir ce putain de truc qu'on appelle l'avatar, qui est quelque chose qui cause beaucoup de problèmes aux gens et dont les formateurs sont très heureux de parler parce que justement ça crée de la limitation. Un des trucs pour créer sa tribu, pour créer une secte, c'est de prendre des gens qui sont incapables de faire quelque chose, de leur dire que c'est pas naturel de faire cette chose-là, de pas être capable de faire cette chose-là, et d'être, si tu veux, le sauveur des gens. Donc, typiquement, dans la méditation, on est incapable d'arrêter de penser. Okay, ça, c'est juste pas possible d'arrêter de penser. Et donc, on va dire aux gens, si vous n'arrêtez pas de penser, c'est que vous avez un problème, mon petit monsieur. Si vous n'arrivez pas à penser, si vous avez du mal à stopper vos pensées, si du coup ça vous épuise, c'est que vous avez un problème. Enfin, la preuve, ça vous épuise, donc vous avez un problème. Et c'est ainsi qu'on crée une secte finalement autour d'un sujet qui est, dans mon exemple, la méditation. Et du coup, on garde les gens captifs sur ce sujet-là. C'est exactement ce que font les marketeurs quand ils vous parlent d'avatar. C'est-à-dire que vous n'êtes pas foutu, moi y compris, de définir l'avatar avant d'avoir créé quelque chose. D'où cette série de 100 vidéos qui probablement à première vue ressemble à rien à part un type qui plie des affaires ou qui fait du ménage ou qui fait de la vaisselle. Mais l'idée, c'est de faire quelque chose qui, de toute façon, j'allais le faire, plier mon linge. De toute façon, quelque chose qui me passionne de faire, parler de marketing. Et pas de parler de marketing parce que je l'ai lu dans les bouquins, mais parce que je le pratique. J'ai actuellement 3 ou 4 clients. Enfin voilà, disons que j'ai 3 clients fixes et puis après, voilà, ça vient, il y a des clients qui viennent se greffer là-dessus. Avec qui je suis en partenariat, c'est-à-dire qu'on a un partage des gains. Si ça vous intéresse, on peut s'appeler au téléphone pour en parler. C'est pas le sujet. Ici, ce que moi je partage ici, c'est des choses que j'ai testées, que je teste pour moi, que je teste pour mes clients sur le terrain. C'est pas des trucs que j'ai vus sur des sombres bouquins et c'est pas genre un résumé de livre que je vous fais. Tiens, petite info, Michel, qui est ici sur ce t-shirt, qui m'avait gentiment offert ce t-shirt là, a participé au film Kaamelott, premier volet, et du coup je suis très heureux de l'avoir interviewé. Vous trouverez l'interview sur ma chaîne YouTube, donc je sais pas, peut-être que je la mettrai en fiche ou en description probablement, mais du coup il a participé à Kaamelott premier volet et je suis très heureux de l'avoir interviewé avant qu'il devienne célèbre. Donc si ça vous intéresse de voir l'interview, qui est une super interview cela dit. Donc revenons à nos brebis. L'avatar, pourquoi c'est de la merde? L'avatar c'est de la merde parce que
parce qu'en fait, ça vous force à vous focaliser sur un sujet avant d'avoir exploré tous les sujets que vous étiez capable de faire. Et je pense que j'aime bien cette technique que j'ai parlé dans la vidéo précédente, ça s'appelle la technique de la nuée. C'est comme si vous étiez un insecte et que vous pondez en fait votre progéniture. Ben vous pondez pas juste un œuf, vous en pondez des centaines et des milliers. Bon, peut-être pas des milliers, mais en tout cas des centaines. Euh, ben c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut que vous pondez en fait votre centaine de progéniture, et après vous voyez ce qui colle, ce qui reste, ce qui avec la sélection naturelle est resté finalement jusqu'au bout. Euh, donc, celui-là est un peu mal plié, mais c'est pas grave. Donc moi je trouve que l'avatar c'est plutôt quelque chose qui vient après. Bien sûr, il faut bien connaître son audience. C'est plutôt un outil qui vient au moment où on va se mettre à écrire peut-être une page de vente, mais pour une audience qu'on a déjà obtenue, qu'on a déjà qualifiée. C'est pas quelque chose qu'on fait en amont et on se dit, ok, moi je veux parler à uniquement ces personnes parce que bah, mon exercice d'avatar m'a dit qu'il fallait que je parle à une personne. Non, il faut d'abord parler de ce que vous voulez parler et après vous obtenez l'avatar. Par contre, il y a quand même quelque chose de très important là qu'il faut que je dise, c'est que lorsque vous parlez de quelque chose, il faut que cette forme-là de ce que vous parlez soit très spécifique. Il faut que vous parliez aux gens qui sont indignés. Et probablement, il y a de grandes chances que des choses vous indignent vous-même. Par exemple, moi, dans le domaine du marketing, il y a quelque chose qui m'indigne, c'est les gens qui... C'est les gens qui partagent des gros chiffres sans dire comment ils les ont obtenus, et souvent ils le disent dans une formation qu'il faut payer, et encore même dans la formation c'est souvent assez confus. Ça c'est quelque chose qui m'énerve, qui m'indigne. C'est la raison pour laquelle pendant un temps j'ai complètement arrêté de faire des formations, et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il n'y a aucune formation qui est en préparation, ni en création, ni en promotion, ni en quoi que ce soit. Parce que le format, moi je préfère travailler directement chez les gens, faire les choses, leur mettre en place des systèmes, et après ils kiffent avec ce système-là, mais leur dire quoi faire, comment faire et tout ça, il y a tellement des sous-domaines dans lesquels ils doivent être bons, c'est quand même très compliqué dans mon domaine. Donc, ce que vous devez faire quand vous voulez agripper une audience, mais qui soit quand même une audience homogène, c'est parler de quelque chose qui vous indigne vous. Moi, par exemple, je suis indigné, je suis énervé. Quand je vois ça, je me sens comme une merde de voir des gros chiffres et que les gens ne partagent pas leurs secrets, ne disent pas... ou alors, on sent que c'est juste pour du marketing, et puis on ne sait pas si c'est du CA, si c'est du bénéfice. Moi, ça m'énerve tout ça. Ça m'énerve profondément. Et ben, quand je parle à mon audience, au travers des emails par exemple, ou autre chose, ou des pages de vente, j'utilise ça en fait. J'utilise cette indignation, pas forcément, pas forcément de très... Voilà, on est souvent... Le problème c'est que quand on est l'expert de son propre domaine, on est souvent déçu de sa propre limitation, quoi. Je connais personne qui est satisfait de lui-même dans son propre domaine et qui disait voilà, j'ai fait exactement ce que je voulais faire, c'était génial. C'est quand même assez rare. Parce que en fait, on veut atteindre une excellence qui est au-delà de ce que la plupart des gens ont en tête. Moi, j'ai en tête une excellence dans mon domaine. Les gens s'arrêteraient à mi-chemin, ils seraient très contents. Moi, à chaque fois que je produis un truc, je trouve que c'est de la merde. Mais c'est normal parce que je suis l'expert de mon domaine. Si toi, tu es l'expert de ton domaine et quand tu crées un truc, tu te dis non, mais ça, c'est pas possible, c'est de la merde. C'est normal, tu es l'expert de ton domaine. Donc ton niveau d'excellence que toi, tu perçois, elle est tellement haute que forcément, tout ce que tu produis, tu as l'impression que c'est de la merde. Mais pour les gens qui sont en face, pour les gens surtout qui sont indignés par les mêmes indignations que tu as toi, ou que tu as eu toi dans le passé,
ben, c'est très bien en fait, c'est déjà très bien. Le, la première chose, c'est ça, c'est de parler à des gens qui sont indignés. Et le problème, c'est que souvent, on est un peu en décalage avec l'indignation. C'est-à-dire que nous, en tant qu'experts, on a déjà dépassé les domaines que l'on va enseigner aux gens. Parce que voilà, et, et souvent, nos indignations sont plus ne sont plus corrélées avec ce que les gens sont indignés sur les choses qu'on va enseigner. Je ne sais pas si c'est très clair. Je vais m'expliquer. Quand on est, quand on est, quand on est un expert, on veut enseigner souvent un truc qui vient de nous arriver là. On est très content de l'avoir dépassé, donc on veut l'enseigner tout de suite. Le truc, c'est que nous, notre audience, elle est souvent beaucoup plus, elle est souvent beaucoup plus basse que ce niveau-là, quoi. Et donc forcément, l'indignation qui est liée à ce que nous on va enseigner là maintenant va pas être tout à fait la même que l'indignation que ce qu'on avait avant. Donc je pense que ça, c'est un truc qu'il faut faire attention, c'est quand même d'être aligné sur l'indignation. Et je trouve que c'est quand même un outil, cette idée de travailler sur l'indignation des gens est beaucoup plus facile, beaucoup plus appréhendable que d'essayer de dire, bon ok, moi je travaille que pour les femmes de entre 40 et 50 ans qui ont ce problème-là et tout ça. Je trouve qu'il y a trop de paramètres dans, dans l'avatar. À mon avis, c'est une mauvaise piste, l'avatar. Et un autre truc aussi sur la niche qui peut être important, c'est que c'est pas à toi de définir la niche. Bien sûr, au début, au début, tu te dis, ok, dans quel domaine je me lance. Mais une fois que tu t'es lancé dans ton domaine, c'est plus à toi de définir ta niche. C'est les gens qui vont te l'indiquer. Et c'est pour ça que le système de la nuée, je trouve ça intéressant parce que tu balances tes informations là et tu vois comment les gens réagissent avec. Tu vois avec quoi les gens arrivent à coller, à réagir. Et donc tu sais qu'il y a quelque chose à faire dans cette direction-là. Donc la niche, c'est pas à toi de le définir. Moi, j'aurais été... on m'aurait dit, par exemple, il y a 10 ans que aujourd'hui, je serais en train de plier du linge à raconter des trucs marketing. J'aurais dit, ouais, c'est la bonne blague, quoi. Ou que je serais en train d'être un copywriter dans le domaine de l'équitation. J'aurais dit, non, mais jamais de la vie, quoi. C'est pas à toi... C'est pas à toi de définir... C'est pas à toi d'anticiper ta niche, en fait. C'est ta niche qui va te découvrir. C'est ta niche qui va t'indiquer que là, il y a un bon truc. Et donc, comment on fait pour faire en sorte que sa niche soit capable de dialoguer avec toi? Parce que, si tu veux, tu peux balancer des vidéos sur YouTube, et puis t'as jamais de commentaires, t'as jamais d'interaction, tu reçois jamais rien. C'est pas évident, quoi, d'avoir le retour des gens. Et même lorsque tu as le retour, typiquement, par exemple, dans un questionnaire, un sondage, souvent on entend ça dans le marketing, un sondage, moi je déteste, il n'y a rien que je déteste plus que les sondages dans le marketing. Je trouve que c'est tellement une débilité sans nom, on n'obtient rien de ça et souvent on obtient ce dont on a parlé dans les vidéos, donc au final, quel intérêt si là, je te fais un sondage là, bah, tu vas me dire ouais, ce qui est important pour moi c'est la niche parce que je t'en parle. Mais quel est l'intérêt de faire un sondage dans ces cas-là, quoi? Parce que je le sais déjà que si je t'en parle, c'est ça que tu veux travailler, quoi. Donc, comment on fait pour obtenir quand même du feedback, du retour, du dialogue en fait avec son audience, sans faire de sondage qui ne sert à rien, sans faire tout ça? Moi, je trouve qu'une bonne méthode, c'est la méthode test and learn. C'est quoi la méthode test and learn? Je pense que le marketing, c'est le domaine des hypothèses. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une hypothèse, on se dit, ok, je fais l'hypothèse que les gens seraient peut-être intéressés par ce type de formation. Et si tu es comme moi,
des types de formations, tu en as plein tes tiroirs. Moi, dès que j'ai une idée de formation, je dis ah ça serait bien que les gens savent faire ça, ou ça serait bien. Un des trucs pour apporter de la valeur qui fonctionne bien, c'est te demander qu'est-ce qui n'existe pas et qui serait cool que ça existerait dans ton domaine, mais que toi-même tu sais même pas comment le créer, quoi. Et là tu sais que tu as une pépite de valeur, tu as quelque chose qui crée de la valeur pour les gens. Je le reformule, qu'est-ce qui n'existe pas, tu peux le noter, qu'est-ce qui n'existe pas, tu sais pas comment le faire, tu sais pas comment le créer, tu connais pas tout l'aboutissement, mais tu dis tiens, ça serait bien qu'à la fin, il existe un truc qui ressemble à ça, ça serait bien pour les gens, ils puissent avoir un truc en main qui ressemble à ça. Moi, c'est un truc qui avait changé ma vie l'année dernière, où je me suis dit tiens, ça serait bien qu'on crée un truc qui soit ni des formations, ni du coaching, ni de la prestation, mais qui soit un peu un mix entre tout ça, et qui soit où les gens en fait ils auraient pas. Je trouve ça bizarre en fait dans mon domaine. Moi, un truc qui m'indigne aussi, par exemple, on parlait d'indignation, un truc qui m'indigne, c'est que je trouve ça bizarre de demander de l'argent à des gens pour un outil qui est censé faire gagner de l'argent, et d'être persuadé que cet outil fonctionne. Si tu as un gourou et que tu vends ce truc-là, et que tu es persuadé que ce truc-là ramène de l'argent, pourquoi le vendre? Pourquoi demander de l'argent avant, demande de l'argent après? Et je me suis dit, comment on peut concevoir, ça serait bien que ça n'existe pas. Malheureusement, à chaque fois que tu veux gagner de l'argent sur Internet, tu es obligé d'acheter un outil qui te permet de gagner de l'argent, donc tu es obligé de dépenser, de décaisser de l'argent pour plus tard en avoir. Je me dis, ça serait bien d'avoir un outil qui permettrait aux gens de d'abord récupérer de l'argent et après me payer moi. Je suis parti là-dessus. Je me suis dit, tiens, ça serait quand même bien s'il existait cet outil-là. Je ne sais pas comment je le conçois, je ne sais pas à qui ça s'adresse, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais rien de rien, je dis juste, voilà, moi j'aimerais bien un truc qui ressemble à ça. Et là, je sais que j'ai un élément de valeur, en fait. J'ai un élément de valeur qui est... souvent, on parle du cœur de valeur de quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, le cœur de valeur d'une voiture, c'est son moteur. Est-ce que le poste radio, c'est la valeur de la voiture? Non, c'est le... Putain, mon t-shirt, il est niqué. Bon, ça va. J'aime beaucoup ce t-shirt-là. Le cœur de valeur d'une voiture, c'est son moteur. Tu retires le moteur, il ne reste plus rien, quoi. C'est vraiment le cœur de valeur de la voiture. Et ben, quand on crée quelque chose qui a de la valeur, quand on réfléchit à quelque chose qui pourrait apporter de la valeur, d'abord on se dit comment je peux concevoir un moteur, sans se dire ok, il faut que ça ait 4 roues, il faut que ça ait un volant, il faut qu'il y ait un poste radio, il faut qu'il y ait une carrosserie et tout ça. D'abord on réfléchit, ok, qu'est-ce qui ferait le moteur en fait de ce truc-là. Donc moi j'ai réfléchi comme ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait être quelque chose où les gens n'auraient pas besoin de sortir de l'argent et pourraient en récupérer avant de me payer moi. C'est-à-dire que si je suis vraiment persuadé moi de ma méthode et que je sais qu'elle marche, j'ai aucun intérêt à... Enfin, je suis confiant à l'idée que les gens utilisent ma méthode, mais que bien sûr, je ne peux pas le faire gratuitement. Donc je suis confiant que l'argent va revenir après, quoi. Et c'est comme ça que j'ai créé ce que j'appelle maintenant le partenariat, qui est en fait quelque chose qui s'adresse, et je peux que malheureusement, et j'ai pas trouvé encore d'autres méthodes pour ça. On a expérimenté des trucs avec la War Room et tout ça, mais pour l'instant ce truc-là, je peux que le proposer à des gens qui ont déjà une audience, qui ont déjà des produits en vente et tout ça. Donc il y a plein de paramètres, il faut avoir plus de X abonnés dans sa liste email, il faut avoir plus de X abonnés sur son... Voilà, il y a quand même des checkpoints qui
qui me dit ok, je peux être en partenariat avec cette personne-là ou je ne peux pas être en partenariat avec cette personne-là. Et donc voilà, après tout ça c'est le comment, mais avant de penser au comment, je me suis d'abord dit qu'est-ce qui crée de la valeur pour les gens, qu'est-ce qui pourrait créer de la valeur pour les gens, qu'est-ce qui et quand on dit qu'est-ce qui pourrait créer de la valeur pour les gens, je trouve que c'est un peu trop abstrait. On a du mal à concevoir ça. Ça semble un peu bizarre, quoi. Créer de la valeur, ouais, c'est quoi de la valeur? C'est quoi créer? C'est quoi? Donc moi, je trouve que cette méthode-là, en se disant, j'essaye de trouver quelque chose qui n'existe pas et qui serait cool qu'il existe, et si je le voyais, moi, je serais le premier client, en fait. Ça serait pas mal. Et c'est une bonne méthode, je trouve, pour créer de la valeur pour les gens. Et une fois que tu as ça en main, une fois que tu as cet élément-là en main, où tu sais que tu as un élément qui crée de la valeur pour les gens, parce que tu aimerais bien que ça existe, tu sais pas comment, mais tu aimerais bien que ça existe, ben après tu avances, tu produis, tu montres en fait. Tu montres que ça existe, que tu aimerais bien que ça existe, que ça ressemble à ça et tout ça, enfin que dans ta tête ça ressemble à ça, mais que ça va changer et tout ça. Et que tu fais participer les gens au programme. Typiquement, moi, ma série de 100 vidéos, c'est un peu ça que j'ai voulu faire, quoi. Je me suis dit, ok, le problème qu'on a dans le marketing, c'est qu'on a toujours des gugus qui sont parfaitement bien équipés, avec des caméras 4K, nanani, nanana, dans un studio, et ils font des interviews avec des stars et des machins et des trucs ça. Toi, tu regardes ça, tu te dis, ouais, mais moi, je suis à des milliers de kilomètres de ça, quoi. Je suis à des milliers de kilomètres de ça. Moi, il y a un tas de linge comme ça chez moi. Là, je pourrais te montrer ma caméra, mais là, hors champ, tu as un tas de linge comme ça. C'est pas pour rien que je suis en train de plier ce linge-là. Je vais pas le laisser comme ça, hein. Mais quand tu vois ces vidéos super léchées avec des gourous qui te font des promesses à n'en plus finir, tu te dis, ouais, moi, je suis à des milliers de kilomètres de ça. Je ne vois pas comment je peux adhérer au truc-là, quoi. Et c'est de là où je me suis dit, tiens, ça serait marrant de créer une série de vidéos, d'où la série des 100 vidéos, où les gens me verraient, en fait, comme eux, quoi. Toi aussi, tu as des t-shirts. Tiens, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est moi qui l'ai dessiné, ce t-shirt-là. Parce qu'avant, j'étais graphiste. Tu vois, là, ici, il y a écrit, c'est signé en bas AP, comme Anthony Passiti. Et ce t-shirt-là, c'est moi qui l'ai dessiné. Parce que à une époque, je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans la création d'une boutique de t-shirts, parce que, partant de la compétence d'être graphiste, je me suis dit, ça serait logique, ça serait le chemin logique, quoi. Souvent, on parle de sa compétence pour trouver sa niche, par exemple, et après, on se demande comment on peut avancer dans ce truc-là. D'ailleurs, juste une petite anecdote, enfin juste une petite info que tu sais pas parce que je te l'ai pas dit. Mais actuellement, j'ai une boutique en dropshipping. Alors la boutique en dropshipping, c'est quelque chose qui... Je sais pas, il faudra que je fasse une vidéo sur le sujet. Mais la boutique en dropshipping, c'est beaucoup de tests pour trouver le bon produit. Mais souvent les gens, je les vois en fait dans les commentaires sur des trucs Google, choses comme ça, quoi, dans les groupes Facebook. Ils demandent tous quel est le produit gagnant. Le produit gagnant. Le produit gagnant. C'est tellement une débilité de poser cette question-là, je trouve ça, enfin moi ça m'a... Bien sûr, j'étais dans le même cas que ça aussi, moi aussi je cherchais le produit gagnant. Mais comme s'il y avait un produit que juste tu le présentes au monde, déjà peu importe à qui tu le présentes, mais tu le présentes au monde et ça y est, l'argent arrive. Il n'y a rien de plus faux que ça. Je pense que c'est pas le produit gagnant qu'il faut chercher quand tu fais du dropshipping, c'est l'audience gagnante. Il ne faut pas que tu te dises quel est le produit gagnant, il faut que tu te dises quelle est l'audience gagnante. Et moi j'ai la chance de travailler du coup avec quelqu'un qui est dans le domaine de l'équitation.
Et donc il a une audience sur l'équitation. Ce qui me permet du coup d'avoir une audience gagnante. Une audience gagnante, c'est une audience compacte sur un sujet précis. Et après, une fois que tu as une audience gagnante, ce que tu dois faire avec cette audience gagnante, c'est de tester des produits. Donc moi j'en ai testé, je pense, 5 ou 6 produits, j'ai plus vraiment en tête, mais allez 5 pour pas dire de conneries, j'en ai testé 5. Et tous n'ont pas marché, et quand certains ont marché, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes à la livraison, donc j'ai dû arrêter. Il y a des produits qui se vendent très bien, mais qui causent des problèmes à la livraison, qui causent des problèmes à l'achat, ou des fois, voilà, le produit n'est pas exactement ce que les gens voient sur les photos. Ça arrive aussi beaucoup quand on travaille avec des gens en Chine. Mais une fois que tu as ton produit gagnant, là actuellement on a un produit qui se vend, c'est un produit qui se vend tous les jours, il y a une commande pratiquement. Bon, là c'est en train de décroître parce que c'est un produit saisonnier. Donc nous la saison elle va de mars jusqu'à quasiment le 15 août. Après le 15 août c'est fini. Qui est un produit pour les mouches. Et donc ce qui est bien quand tu as une audience gagnante, c'est que tu peux parler du produit. C'est un peu le truc qui est con dans le dropshipping, c'est que si tu peux pas parler du produit, c'est que tu es quand même très... c'est que tu as quand même une faiblesse quoi, dans ton truc. Je pense que si tu n'es pas capable de parler de ton produit ouvertement à n'importe qui en ligne, ça veut dire que tu es quand même instable, tu es quand même en danger, quelque part. Moi, j'aime pas trop cette idée-là d'être en danger dans mon business, quoi. Donc en fait, le fait de trouver une audience gagnante, déjà personne peut te piquer l'audience. Et puis après, il suffit juste de lui coller le produit qui va bien. J'ai plié un pull, c'est pas un pull, ça. De lui coller le produit qui va bien, et puis et après roule ma poule, quoi. Mais du coup, moi je peux vous parler du produit. Il n'y a personne qui peut me détrôner sur ce produit-là. Donc déjà parce que c'est un produit qui va arriver à décroître là prochainement. Donc celui qui se lance maintenant, c'est un suicidaire. Il n'aura pas les résultats qu'on a eu. Qui est un produit, en fait, c'est un masque pour les mouches, pour les chevaux, quoi. Mais si t'es pas capable de parler de ton produit, t'es pas en mode. Il y a un truc de. Comment il s'appelle cet auteur Antifragilité. Un truc d'anti. Enfin, quand t'es antifragile, c'est-à-dire qu'on te tape dessus, tu te renforces. Quand t'es fragile, on tape dessus, tu casses. Quand t'es robuste, on tape dessus. C'est le truc avec lequel on t'a tapé dessus qui se casse, mais au bout d'un moment, robuste ou pas, tu t'effrites quand même, quoi. Mais antifragile, c'est l'inverse. C'est qu'on tape dessus, tu grossis. Typiquement, un muscle, à force de taper dessus, il grossit, il grossit, il grossit. Et ben, quand tu as un produit dont tu n'es pas capable de parler ouvertement parce que c'est un secret, parce que dans le dropshipping, c'est ça, hein, souvent. Tu es quand même très loin de l'antifragilité, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment pas un business. Moi, c'était pas un business qui me plaisait à cause de ça, en fait. Et puis, plein d'autres choses, mais particulièrement ça, je me suis dit, waouh, s'ils sont pas capables de parler de leurs produits, c'est vraiment que ça doit être dangereux, ça veut dire qu'ils sont instables, ça veut dire que n'importe qui peut venir et les ravager. Si moi, je peux parler de mon produit, c'est que je suis antifragile. Quelque part, il faut que tu arrives à obtenir l'audience, une audience telle que c'est une audience très précise en plus dans le domaine de l'équitation, donc c'est pas n'importe quoi. Et je pense que créer une boutique en ligne de produits physiques adossée à des produits dématérialisés, en fait avec tes produits dématérialisés, tu constitues ton audience très compacte, qui sont des gens qui sont indignés sur un sujet. Et en fait, avec ton produit physique, nous on l'utilise pour
pour se créer une sorte de cagnotte qui nous permet après de faire de la publicité sur les produits dématérialisés. Mais tout ça, il faudrait un tableau blanc pour que je vous explique les schémas et tout ça, les trucs, ça se fait pas dans une vidéo où je plie du linge, quoi, c'est pas possible. Mais en gros, si je devais schématiser, le produit physique finance la publicité qui permet de vendre plus de formations, etc. Dans le cadre où si on arrive à avoir une formation qui se vend, bien sûr. Ça, c'est autre chose, parce qu'une fois qu'on a épuisé l'audience sur une formation, derrière, il faut retrouver... souvent, quand on épuise une audience sur une formation, on va finir par accuser le prix, on va finir par accuser la méthode de vente, on va finir par accuser plein d'éléments qui sont propres au produit, alors que le problème, c'est juste que, voilà, dans une audience, dans un paquet d'audience, dans 5000 personnes, il n'y a qu'1% des gens qui vont acheter. Et si 1% des gens sont déjà passés à la caisse, il est temps d'aller chercher d'autres sources d'acquisition, quoi, et de faire venir plus de monde. Sauf qu'on ne peut pas savoir à l'avance qui sont les 1% dans ce 2000 personnes, quoi. Donc voilà sur le sujet de la niche. Et ouais, la niche, ça te permet ça, quoi. Ça te permet de pouvoir après leur vendre des produits dématérialisés. Pour financer ta publicité, pour faire d'autres choses, quoi. Il n'y a pas que... Quand on se crée une audience pour vendre de la formation en ligne, on n'est pas obligé de vendre tout le temps de la formation en ligne, quoi. On peut bifurquer sur d'autres choses. Du présentiel, des trucs comme ça, enfin bref, plein de choses cool. Et voilà, donc là j'ai terminé... Oups. J'ai terminé ce que j'avais à vous dire sur la niche et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!